Vous l'aurez remarqué sans mal, la situation en Syrie, avec toute sa gravité, a fait oublier très largement la crise égyptienne. Et pourtant, tout au long de l'été, les événements se sont précipités en Égypte. D'abord, ces manifestations de masse, hostiles aux frères musulmans, à leur gouvernement. Ensuite, sur cette base, le coup d'État de l'armée. Il paraît qu'il y a un débat sur le terme coup d'État. J'ai du mal personnellement à comprendre ceux qui n'utilisent pas cette expression. Et la destitution du président élu, le président Morsi. Et ensuite, et ça dure encore aujourd'hui, une répression extrêmement violente contre les partisans du président destitué. Tout cela est passé vite, et c'est de toute façon assez compliqué à suivre. Et c'est pourquoi nous avons eu l'idée d'inviter à ce midi de l'IREMO non pas un universitaire qui suit les choses d'ici, comme on fait souvent, mais un journaliste qui a été à plusieurs reprises en Égypte et qui donc a suivi à des moments différents, mais en particulier, si je ne me trompe, au moment du mouvement de masse. C'est le moins qu'on puisse dire, même si le chiffre de 14 millions était peut-être excessif, mais enfin il y avait 33 millions. Des millions de gens dans les rues, quoi. De toute façon, ça c'était vrai. Donc, Benjamin Barth, qui est par ailleurs un spécialiste de la Palestine, où il a passé 8 ans 9 ans. 9 ans. Mais qui connaît aussi, évidemment, l'Égypte. Donc, je vais lui passer la parole pour qu'il nous donne un peu son appréciation, ce qu'il a vu, ce qu'il a compris de cette réalité, et puis ensuite il répondra évidemment à vos questions. Voilà. Merci. Bonjour. Je vais peut-être en fait partir d'un tableau de la situation actuelle, et puis après, si vous le voulez, si des questions m'y amènent, je remonterai un peu en arrière, mais la situation aujourd'hui, c'est un engrenage très très classique. Je veux dire, j'ai l'impression presque un cas d'école. L'engrenage, répression, radicalisation, violence, contre-violence, etc. C'est quelque chose que beaucoup d'observateurs, je dirais même la quasi-totalité des observateurs avaient prédit au mois de juillet, dans la foulée de la destitution de Mohamed Morsi et du coup d'État, et les prédictions sont en train de se réaliser. On est dans un schéma d'insurrection larvée, je dirais pour l'instant, d'un côté, et de méthodes contre-insurrectionnelles de plus en plus classiques et de plus en plus violentes de la part de l'armée. Évidemment, une situation qui, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de l'Égypte, rappelle la situation qui était celle du pays dans les années 80 et 90, lorsque le régime de Hosni Moubarak était en butte à une insurrection islamiste qu'il avait fini par vaincre au prix d'une brutalité et d'une répression extrêmement violente. Pour rentrer un peu dans le détail des différents acteurs, aujourd'hui, les frères musulmans, en tout cas ceux qui ne sont pas en prison, parce que 2000 membres de la confrérie ont été arrêtés, parmi eux un grand nombre de dirigeants. Ceux donc qui ont gardé, qui sont encore en liberté, sont retournés à une forme quasi complète de clandestinité. Le mouvement comment dire, comme dans un espèce de mouvement de balancier un peu historique, après la période où il avait été toléré, la période où il a été aux affaires, très courte,
le mouvement repart vers un État qu'il avait déjà connu auparavant, qui est celui du micro-local, de la clandestinité, de l'action vraiment resserrée sur les quartiers, etc., mais avec une incapacité désormais à agir au grand jour, en tout cas à agir au grand jour de façon massive et officielle. De l'autre côté, un gouvernement, une coalition militaro-libérale, je dirais, qui proteste de sa bonne foi, qui assure vouloir relancer la révolution, qui se positionne comme l'héritière du mouvement révolutionnaire de 2011, qui garantit, enfin qui proteste donc de sa bonne foi et de sa volonté de remettre le processus de transition démocratique sur les rails, avec un agenda qui prévoit une révision de la Constitution, avec une commission qui a été nommée, on pourra rentrer plus dans les détails de cette commission, une commission qui a été nommée, qui va devoir proposer des amendements qui devront être actés par un référendum. Ensuite, cette feuille de route théorique prévoit des élections législatives, et puis d'ici la fin de l'hiver 2014, des élections présidentielles. Ça, c'est pour la théorie. Dans les faits, sur le terrain, ce que l'on constate, c'est un décalage intégral entre les mots, les promesses et les paroles, puisque l'action du gouvernement est une action très classiquement répressive, au lieu d'être inclusive, au lieu de permettre un retour à la politique, ce qui en théorie devrait être le sujet de cette feuille de route. L'action du gouvernement ne cesse de creuser le fossé entre la mouvance islamiste et cette mouvance libérale qui a pris le pouvoir depuis le 3 juillet 2011. Et puis alors, entre les deux, je dirais, des éléments islamistes armés qu'on a encore un peu de mal à comprendre et à décrire, parce que on ne sait pas exactement quelles sont les chaînes de commandement, on ne sait pas exactement si ces éléments islamistes qui de plus en plus multiplient les actions armées. Alors, dans le Sinaï, c'est pas nouveau, ça s'est accru évidemment après la destitution de M. Morsi, puisque en 2 mois et demi, 50 militaires et policiers ont été tués dans le Sinaï. C'est un rythme d'attaque beaucoup plus grand que ce qu'on a connu par le passé, mais la dynamique djihadiste dans le Sinaï est en place depuis plusieurs années. En tout cas, ça s'accroît dans le Sinaï, et on a le sentiment que c'est en train de se propager au reste de l'Égypte, puisqu'on assiste à des attaques rapides, d'éléments armés inconnus sur des barrages de l'armée, sur des convois de l'armée qui font 1 mort, 2 morts, ici et là, quelques blessés. Donc un phénomène comme ça d'action de guérilla assez classique qui existe dans le Sinaï est en train de se propager au reste de l'Égypte. Alors, qui sont ces éléments armés? Est-ce qu'il y a une chaîne de commandement très claire? Est-ce que c'est des réactions localisées, individualisées? Est-ce que la Gamma Islamiyya, qui est le grand mouvement salafiste armé qui a été à l'initiative de l'insurrection des années 80 et 90, est-ce que la Gamma Islamiyya est en train de se reformer, ou est-ce que un autre mouvement est en train d'émerger? Ça, c'est encore très compliqué de le dire, c'est beaucoup trop tôt pour s'avancer là-dessus. Mais ce qui est clair, c'est que y a un début d'insurrection armée qui, évidemment, se nourrit du déni de démocratie du 3 juillet de cette année, donc le coup d'État, et qui se nourrit également de la répression croissante dont fait l'objet non seulement les frères musulmans, mais également la mouvance islamiste égyptienne dans son ensemble. Voilà, donc je pense avoir fait un peu le tour de la situation actuelle.
ce qui est étonnant, c'est que j'ai rencontré le ministre des Affaires étrangères égyptien il y a quelques jours, et cet homme qui est un universitaire, professeur de sciences politiques, ancien ambassadeur aux États-Unis, tenait un discours très apaisant sur le thème, bon, il faut retourner aux politiques, il faut développer un processus inclusif, etc. Mais ne comprenait pas que toutes les actions de son gouvernement allaient à l'encontre de ce désir, de ce souhait. Et il a eu cette phrase assez étonnante quand je lui ai dit, mais la répression n'est-elle pas en train d'alimenter l'extrémisme et le terrorisme, comme ça a été le cas dans les années 80 et 90, il a eu cette phrase assez étonnante où il me dit non, le terrorisme est le produit de l'extrémisme. C'est-à-dire une conception du terrorisme totalement détachée de tout déterminisme, de tout contexte historique, politique, comme si le terrorisme se nourrissait de lui-même, était un phénomène sui generis, comme ça, auto-alimenté, et qu'il n'y avait enfin, n'était pas le produit, entre autres, parce que c'est complexe, mais n'était pas le produit en partie de la situation politique. Voilà. Benjamin, tu étais en Égypte fin juin, début juillet. Comment tu as perçu le mouvement Tamarod? On a eu l'impression quand même d'un mouvement extrêmement large. Et est-ce que la puissance de ce mouvement a à voir avec le bilan du pouvoir et du président et des frères musulmans, plus généralement? On a quand même l'impression qu'il y a eu une espèce de rejet assez massif sur lequel l'armée s'est ensuite appuyée pour justifier son coup d'État. Mais quelle était, à ton avis, la nature de ce mouvement? J'ai rencontré les responsables, enfin en tout cas trois des responsables de Tamarod, en tout cas de son noyau dur. Ce qui m'a frappé, alors, c'est plusieurs choses. D'une part, la jeunesse, donc de ces leaders. Hein. Il s'agit de jeunes Égyptiens d'entre 25-30 ans, tout au plus. D'autre part, leur background politique, qui était quasi systématiquement le même, c'est-à-dire une politisation qui remonte à la fin des années 2000, dans le sillage notamment d'un mouvement qui s'appelle Kefaya, qui était un des précurseurs de la contestation anti-Moubarak, et une identité politique très marquée du côté du mouvement nasseriste. Donc c'est-à-dire des gens de gauche, mais avec un amour, pour ne pas dire un culte de l'armée très net. Voilà. Donc les trois responsables de Tamarod que j'ai vus partageaient ce background, avec également, d'un point de vue social, une origine de la petite bourgeoisie intellectuelle, avocats, des parents souvent eux-mêmes déjà engagés dans le mouvement nassérien, pour certains. Voilà, donc quelque chose d'assez classique de ce point de vue-là. Ce qui était, enfin classique, spécifique en tout cas, il y a une origine, une matrice politique et sociale assez marquée chez ces jeunes-là. Par ailleurs, la façon dont le mouvement s'est développé, ça c'est extrêmement intéressant. Je pense que des historiens ou des universitaires de différentes disciplines se pencheront là-dessus, parce que c'est un mouvement qui a eu une rapidité à éclore,
qui a catalysé, qui s'est développé avec une force assez étonnante, assez fascinante, que peu de gens avaient prévu, hein, parce que les différents observateurs, diplomates ou journalistes, les derniers jours ne s'attendaient pas à un mouvement d'une telle ampleur. Alors, ce qui, moi, ce que j'ai compris en discutant avec eux et en observant un peu ce qui a été écrit dans la presse sur ce mouvement, c'est que très très vite, autour de ce mouvement Tamarod, se sont fédérés tous les exclus de 2011. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le mouvement le parti du canapé en Égypte, c'est-à-dire toute la partie de la population qui n'était pas descendue dans la rue en 2011 lors de la révolution, qui n'avait pas souhaité s'engager politiquement, qui confessait sinon une tendresse pour le régime Moubarak, du moins une forme de crainte pour l'avenir qui les a incités à rester tranquilles, etc. Donc toute cette population-là s'est très rapidement engagée dans le mouvement Tamarod. Non seulement eux, mais également ce qu'on appelle les foulouls en Égypte, c'est-à-dire les nostalgiques, là, purs et durs, pour le coup, de l'ancien régime, voire les gens qui avaient des responsabilités au sein de ce régime. Eux également, comprenant très rapidement tout l'intérêt qu'ils avaient qu'ils pouvaient avoir à participer à ce mouvement, comprenant très très bien que c'était une véritable aubaine pour eux, une aubaine de revenir dans le jeu politique, voire revenir au centre du jeu politique, où très vite ces gens-là ont intégré le mouvement. Et les responsables du mouvement Tamarod me l'ont dit avec une franchise qui était assez désarmante, qui confinait un peu à la naïveté, sur le thème oui, on a compris que ces gens-là étaient là, et quand on travaillait sur le terrain pour essayer de faire signer cette fameuse pétition, hein, parce qu'il faut rappeler que le mouvement Tamarod s'est organisé autour d'une pétition qui demandait très simplement la démission de Mohamed Morsi, le président des Frères musulmans. Ces gens-là donc ont battu la campagne, ont fait des meetings, beaucoup d'activités politiques pour drainer des signatures, etc. Et tout ça a demandé beaucoup de volontaires, beaucoup de petites mains pour faire signer la pétition, pour les ramener au siège de Tamarod qui était installé au Caire. Et très très vite, les responsables m'ont dit, on a vu arriver des gens dont on comprenait très très bien que le background politique n'était pas un background de révolutionnaire. C'était plus des gens qui étaient des partisans de l'ancien régime. Et les gens qui m'ont raconté ça n'ont pas éprouvé à ce moment-là la nécessité de les mettre sur le côté ou de faire comment dire, de tirer un peu la sonnette d'alarme. Et donc ils me disaient, bon, pour éviter qu'il y ait des problèmes, etc., on faisait en sorte que les gens, les révolutionnaires un peu solides et authentiques travaillent dans leur coin, et que les gens qui avaient un parcours plus pro-Moubarak, etc., travaillent dans leur coin, dans un autre coin. Donc ils ont géré ça de façon extrêmement pragmatique, on pourrait dire, comment dire, naïve si on veut avoir un point de vue un peu plus critique. Et donc, très vite, je pense, si tant est que ces jeunes de Tamarod n'aient pas été eux-mêmes animés d'un désir un peu séditieux, voire subversif, et je pense que chez certains d'entre eux, il y avait cette volonté très forte. En tout cas, le mouvement leur a échappé. Et je pense que sur le terrain, les dynamiques qui se sont mises en place ont très vite amené le mouvement vers quelque chose qui était assez différent. Il faut se rappeler que le 30 juin, donc la fameuse manifestation extrêmement massive, alors bon, on va pas rentrer dans la querelle des chiffres, mais il y avait évidemment plusieurs millions de personnes dans les rues, et je pense que c'était le rassemblement le plus important en termes d'affluence depuis le début du processus révolutionnaire égyptien, donc le fin janvier 2011.
dans les rues, on voyait beaucoup de policiers. Beaucoup de policiers ont manifesté très clairement, de façon totalement ouverte, aux côtés de Tamarod. Donc, ce mouvement a été, à mon sens, originellement ambigu, et n'a pas su se défaire de cette ambiguïté, et a ouvert la porte au retour au premier plan de l'élite Moubarak, et comment dire, à une restauration. Oui, une restauration. Ce à quoi on assiste, c'est un processus de restauration politique assez classique. Ce qui est, à mon sens, triste, c'est que ce processus ait été cautionné et toujours cautionné, à vrai dire, par toute une élite libérale. Et comment dire, l'exemple principal de ce triste compagnonnage, c'est la personne de Mohamed El Baradei, qui pour moi est un homme qui a toujours fait les mauvais calculs, constamment, qui a refusé de rentrer dans le gouvernement lorsque ce gouvernement était légitime après l'élection de Mohamed Morsi. Alors, je suis pas un grand spécialiste des négociations et des tractations qui sont intervenues après son élection pour essayer de mettre au point une coalition plus large qu'un gouvernement réduit aux seuls frères musulmans, mais j'ai régulièrement entendu et j'ai régulièrement lu que des offres ont été faites à différentes figures du mouvement libéral égyptien pour participer d'une manière ou d'une autre au gouvernement. Et Mohamed El Baradei a refusé à ce moment-là de participer, alors qu'il a accepté de rejoindre le gouvernement au pire des moments, à mon sens, au moment où ce gouvernement était le produit d'un coup d'État. Donc le parcours de cet homme-là est, je trouve, assez symptomatique d'un échec et d'une faillite de l'élite libérale égyptienne. Alors, il faut lui reconnaître qu'il a ouvert les yeux assez rapidement sur son échec et sur sa mésalliance, mais j'ai envie de dire qu'il était trop tard. Il a démissionné donc il y a quelques semaines, je ne me rappelle plus exactement, au mois de début août, je pense, enfin 2-3 semaines après le coup d'État. Mais voilà, il a démissionné effectivement juste après le massacre du 14 août, qui a fait plusieurs centaines de morts, un millier sur quelques jours suite à la dispersion du rassemblement de Rabaa Adawiya. Mais préalablement à ce massacre, il y en avait eu au moins 2 qui avaient fait le premier 80 morts de mémoire et le second quelques centaines. Donc il y a eu un positionnement politique assez dommageable, j'ai envie de dire. Je pense moins à la direction de Tamarod que ces foules qui étaient dans les rues. Qu'est-ce qu'on reprochait au président Morsi et plus généralement au gouvernement des Frères musulmans? Quelles étaient les motivations, disons, je ne parle pas des motivations politiques que tu as expliquées, mais qu'est-ce qu'on considérait comme étant de la mauvaise gouvernance, comme on dirait chez nous? Je viens de faire porter le blâme de façon assez nette sur les libéraux. Il est évident, et il faut le dire, que les frères musulmans et Mohamed Morsi portent une grande responsabilité dans leur déchéance, par leurs erreurs, par leur maladresse, et même par leurs actions de répression, parce que la répression qui est actuellement en place contre les frères musulmans, une autre répression a existé après l'élection de Mohamed Morsi, bien moins importante, il faut le dire, bien moins systématique, mais les abus de la police ont continué,
les arrestations de jeunes activistes ont continué. Mais c'est évident que Mohamed Morsi, le premier, n'a pas vu venir le coup d'État qui lui a été fatal. Il a manifesté, je pense, une cécité politique assez grande, qui reposait entre autres sur la confiance assez indue qu'il portait à Abdel Fattah el-Sisi, le ministre de la Défense. Morsi s'est mis dans l'idée assez vite que Sisi était un général plutôt pro-islamiste. Alors que on sait depuis quelques semaines, il y a plusieurs articles qui ont été écrits sur le sujet, que Morsi s'est retrouvé très vite en opposition avec Mohamed Morsi sur plusieurs sujets. Sisi. Sur plusieurs sujets, principalement la politique de l'Égypte sur le dossier syrien. Au mois de juin, quelques semaines avant le coup d'État, le gouvernement égyptien avait définitivement rompu tout lien diplomatique avec la Syrie, et Mohamed Morsi avait participé à une réunion de dignitaires islamistes sunnites où un discours extrêmement confessionnel, anti-chiite avait été mis en avant, et des appels au djihad avaient été lancés. Morsi lui-même n'avait pas dit « j'appelle au djihad » en Syrie, mais sa présence dans un tel rassemblement avait été fortement critiquée et avait notamment beaucoup inquiété l'armée égyptienne. Puis il y avait également un désaccord entre Sisi et Morsi sur la politique à l'égard du Sinaï et à l'égard des groupes djihadistes dans le Sinaï. Donc il y a eu, si tant est que Sisi ait été à un moment ou à un autre enclin à une forme de sympathie à l'égard de Morsi, très très vite il s'en est écarté. Pour répondre à ta question, plus précisément, les erreurs de Morsi, en tout cas les erreurs qu'on lui impute, les critiques qu'on lui impute, c'est principalement deux choses. D'une part, une islamisation une islamisation de la Constitution, et puis d'autre part, une forme d'entrisme dans les infrastructures de l'État, dans les institutions de l'État. Alors, sur le premier point, je ne suis pas un expert constitutionnel, mais les bons experts de la Constitution constitutionnelle, et notamment les gens qui ont regardé de très près la Constitution égyptienne, reconnaissent que les références à la religion étaient évidemment beaucoup plus présentes dans le texte qui a été voté par la commission constituante égyptienne et avalisé par référendum, que dans le précédent texte qui était en vigueur du temps de Moubarak. C'est une évidence. Mais ces experts ne disent pas que la Constitution mettait en place un État islamique, ne mettait pas en place non plus des mesures discriminatoires à l'encontre des chrétiens ou des minorités ou des femmes. Enfin, disons qu'il y avait un parfum qui était évidemment pas très porté sur un grand libéralisme, etc., mais que c'était pas aussi simple que dire islamisation de la Constitution, etc. Enfin, disons qu'on était davantage dans une zone grise, un texte imparfait, critiquable par beaucoup d'aspects, mais pas du tout le texte d'un État et d'un pouvoir décidé à islamiser de façon massive sa société. Sur la question de l'entrisme, et alors pour finir sur cette question de la Constitution, ce que l'on peut reprocher plus précisément sur l'épisode constitutionnel, c'est le fait que
Morsi ait fait passer son texte à la hussarde. Ça a été l'occasion de nombreux affrontements, d'ailleurs, dans les rues du Caire à ce moment-là. La commission constituante qui s'était mise en place était, comment dire, ses représentants la composition de cette commission, excusez-moi, était un produit dérivé de la composition du Parlement. C'est-à-dire que les islamistes y étaient en force, mais bon, il y avait une représentation minoritaire, mais malgré tout, il y avait une présence de libéraux, de coptes et de partis de gauche. Ils sont tous partis. Voilà, ils sont tous partis au fur et à mesure. Et il n'y avait que les islamistes. Voilà, exactement. Les islamistes donc se sont retrouvés à voter seuls sur ce texte, et ça a été fait en l'espace d'une nuit, avec un débat complètement, comment dire, empêché, interdit, et ça a été vraiment un hold-up politique, évidemment, assez grave et qui a été... Et au référendum, on a empêché les Coptes d'aller voter. On les a menacés de brûler leurs magasins. On va vous donner la parole après, soyez gentils. Non, mais c'est important de vous aurez la parole. Parce que c'est approché au sujet. Les gens n'ont pas voté, les femmes n'ont pas voté. Elles étaient menacées. D'accord. Le débat va venir. Promis, on vous donne la parole. Et donc dire que c'était des libéraux qui étaient là, que machin, c'est quand même un peu... Voilà. Mais pour faire un parallèle, si les libéraux étaient minoritaires dans la commission constituante mise en place sous Morsi, les islamistes sont extra-minoritaires. Il y a 45 musulmans dans la s'il vous plaît. Non, les frères musulmans n'en font pas partie. Il y a un salafiste. Ceux qui excisent les filles, ceux qui veulent les marier à 9 ans. S'il vous plaît. Vous me dites qu'ils sont extrêmement minoritaires. Laissez terminer. Je suis gentil, mais... Non, d'un point de vue d'étiquette politique... Voilà. C'est inadmissible de taille. Chacun son tour. Dans la commission constituante actuelle, il n'y a pas de frères Il y a musulmans. 45 musulmans. Non, monsieur, C'est pas des athées, des machins. S'il vous plaît, c'est pas possible. Et 45 sur combien de monde? Sur combien de monde? 100. Ils sont 100. Oui. Donc 45 sur 100? Ils sont 50. Sur les 50, il y a 45 Non, ils sont musulmans. 50. Dont Azhar. Laissez continuer. Oui, c'est intéressant, monsieur, il faut se laisser interrompre. Non, mais je me suis laissé interrompre. Si on parle tous en même temps. Je pense que ce qui est intéressant, c'est pas le critère d'appartenance confessionnelle, c'est le critère d'appartenance politique. Politique, allez brûler des églises. S'il vous c'est plaît. politique. Allez brûler 60 églises. C'est politique, c'est de la politique. Laissez C'est inclusif. terminer. Écoutez, vous allez avoir la parole dans quelques minutes. On le dit. Comme ça. Donc, vous l'avez dit. prendrez la parole autant que vous voudrez. Simplement, il faut que Benjamin puisse finir son exposé. J'ai encore une question à lui poser, qui ira dans votre sens d'ailleurs, mais je la pose tout de suite. Ouais. C'est de savoir qu'est-ce qui peut amener les frères musulmans, qui devraient avoir visiblement le souci de regagner dans l'image qui est la leur, de multiplier les attaques contre les Coptes, et en particulier les incendies d'églises, qui sont quand même un signe d'une difficulté politique, c'est le moins qu'on puisse dire, à mesurer ce qui leur est arrivé, quoi. Oui, je finis juste sur les deux principaux reproches qui ont été faits à l'administration Morsi. L'autre reproche, donc, c'était une volonté hégémonique d'infiltrer les institutions de l'État, etc. Je crois en fait que c'est exactement le contraire qui s'est passé. C'est-à-dire que ce qu'on appelle l'État profond, c'est-à-dire l'infrastructure, la machine administrative, les fonctionnaires, etc., cet État profond qui a résisté aux événements de 2011, l'État profond a refusé l'arrivée au pouvoir
et l'installation au pouvoir des frères musulmans qui pour beaucoup, et on le voit, on le sent, on l'entend dans le discours de l'élite au pouvoir actuellement, est considéré comme un corps étranger. Donc il y a eu une espèce de réaction de défense de ces institutions. Et alors je dis pas ça pour défendre l'administration Morsi, parce que, à mon sens, c'est l'un des vrais reproches qu'on peut faire à Morsi. C'est-à-dire que il a été incapable de prendre le contrôle de cet appareil d'État et d'initier, je dis pas de mener intégralement, parce que c'est un chantier de plusieurs années, mais d'initier, de lancer les réformes que l'on attend depuis désormais 2 ans, notamment la réforme du ministère de l'Intérieur. Donc c'est pour cela que les abus, les exactions, etc., que les révolutionnaires ont beaucoup critiqués, qui se sont poursuivis après 2011, ont continué après l'élection de Mohamed Morsi. Donc il y a eu une incapacité à prendre les rênes de l'État, parce que cet État résistait quelque part à l'administration Morsi, et du coup une incapacité aussi à influer et à développer un début de politique réformatrice. Sur la question des attaques contre les Coptes, j'ai beaucoup de mal. Alors je suis pas allé enquêter dans les zones, notamment de la Haute-Égypte, où beaucoup d'attaques ont eu lieu et continuent à se dérouler, notamment dans la province de Minya. Bon, quelques éléments de réponse. C'est une région qui historiquement est un foyer d'implantation de mouvements islamistes radicaux. L'insurrection des années 80 et 90 menée par la Gama Islamiyya est une insurrection qui a touché plusieurs parties de l'Égypte, mais principalement cette région-là, du fait de ce foyer de radicalisme musulman. Dans l'état actuel de ces forces et dans son état actuel de désorganisation après les coups de boutoir que lui ont donné les forces de sécurité égyptiennes, je vois mal comment les frères musulmans pourraient être à l'origine de ces attaques. Il les dénonce régulièrement. Alors, vous me direz, ce n'est que des paroles, mais voilà, il les dénonce. Alors, est-ce que ça vient de la Gama Islamiyya, qui est un parti qui, après avoir renoncé à la violence à la fin des années 90, a fait le pari de la politique après la Révolution et est devenu l'un des principaux alliés de Mohamed Morsi lorsqu'il était au pouvoir? Est-ce que la Gama Islamiyya est en train de réactiver ses filières, est en train de repasser dans une démarche et une dynamique de subversion armée? Je ne sais pas. Ce qu'on ressent ce qu'on comprend un peu de façon un peu impressionniste, un peu intuitive, quand on lit les comptes rendus de ces différentes bouffées de violence qui ont conduit donc de nombreuses églises à être incendiées, des maisons appartenant à des chrétiens, des dizaines de maisons à être également incendiées, des Coptes ont été tués. Donc il y a eu comme ça, et il y a toujours, de manière assez régulière, des bouffées comme ça de violence. On a l'impression de crispation, d'une espèce de crispation religieuse, identitaire, qui dérive évidemment de la répression qui est en cours contre la mouvance islamiste, et qui du coup se dirige, cible la minorité facile à attaquer, entre guillemets, et qui est nourrie inévitablement par un discours intolérant, par des préjugés antichrétiens, etc.
Merci Benjamin. Il y a beaucoup de mains, je vois. Maurice, peut-être? Ouais, j'ai 3 questions, s'il vous plaît. La première question... Tu as un micro. Voilà. Pardon. Je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Dominique en ce qui concerne le coup d'État des militaires, mais est-ce qu'on n'a pas reproché aussi à Morsi, à un moment donné, de s'octroyer des pouvoirs qui n'étaient pas prévus par la Constitution? Disons d'avoir fait un quasi coup d'État personnel. Deuxième question, c'est qu'a fait Morsi par rapport au problème palestinien et notamment par rapport aux Gazaouis, et que font les militaires actuels par rapport au problème palestinien et aux Gazaouis? Tu veux faire comme ça ou on en prend plusieurs? Ouais, faisons une autre. Oui. D'autres questions? Opinions? Oui, bonjour et merci pour cet exposé qui est consacré principalement, dans mon oreille, aux acteurs visibles. Parmi les acteurs visibles, je compte aussi les millions de manifestants. Est-ce que vous avez quelques indications sur, je dirais, le reste de la population? Puisque, mettons, comptons 20 ou 25 millions, sur 80-85, il en reste 60 millions. Quelle est leur situation? Quelle est leur, qu'est-ce qu'on sait d'eux? Merci. Oui? Encore une ou deux questions et puis on laissera Benjamin répondre et puis ensuite on repassera la parole. J'ai entendu dire qu'en fait l'armée était divisée, même si on sait que l'armée est en grande partie payée par les États-Unis. Est-ce qu'il y aurait encore une tendance nassériste dans l'armée? Cette question-là. Ensuite, pour compléter, monsieur, sur les questions que monsieur a posées sur Gaza, moi je voudrais savoir quelle est la perception qu'ont les Égyptiens en ce moment des Gazaouis. Donc c'est une question un peu plus sociale, psychologique. Mais je voulais dire que je pense qu'on n'avait rien à attendre de Mohamed Al-Baradei, qui est un homme de l'ONU, donc finalement plus ou moins directement du FMI, de l'OMC, enfin bref, de la Troïka dont on entend parler. On sait que cette élite intellectuelle libérale, en fait, a des privilèges financiers, fonciers, immobiliers en Égypte, qu'elle n'a certainement pas envie de voir disparaître. Donc c'est pas très étonnant qu'elle ait pris le camp qu'elle ait choisi. Voilà. Merci. Encore une question et puis on passe la parole à Benjamin. Je vous en prie, madame. Après, je voulais effectivement rejoindre les préoccupations sur Gaza. Il semble, d'après des amis qui sont sur place, qu'il n'y a pratiquement plus de passage et que tous les tunnels aient été inondés, ce qui rend la situation à Gaza extrêmement précaire. Est-ce que vous avez des informations sur ce sujet? Pardon, t'as pas de question? Si vous voulez, oui. Oui. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu du rôle du Qatar? C'est pas les États-Unis seulement qui payent, c'est le Qatar. Elle joue un rôle très très déterminant. Parce que s'il n'y a pas d'argent, il n'y aura pas de famille. Merci. Alors, Benjamin. Alors, je vais essayer de les prendre dans l'ordre sans en oublier une. Oui, la question des pleins pouvoirs que s'est octroyé Mohamed Morsi. Effectivement, quand je parlais de maladresse, d'erreur, etc., c'en était une belle. Maintenant, il faut essayer de comprendre d'où cette décision a pu venir. Il faut Mohamed Morsi, à ce moment-là, on est à la fin de l'année 2012, en décembre, novembre, fin novembre 2012. Mohamed Morsi est confronté à une institution judiciaire qui est en train de défaire l'une après l'autre le résultat des élections d'après-révolution. Il faut savoir que la Cour constitutionnelle égyptienne avait invalidé les élections, les premières élections librement organisées de l'histoire de l'Égypte, quelques mois, ou c'était même une semaine avant, quelques semaines avant l'arrivée au pouvoir de Mohamed Morsi.
Ensuite, il y a eu d'autres décisions de justice qui, étaient perçues par Mohamed Morsi comme des obstacles qui lui étaient mis en permanence pour l'empêcher d'avancer. Donc, sa réaction, sûrement maladroite, sûrement outrancière, a été de vouloir passer au-dessus de ces institutions qu'il considérait comme étant dans une position de quasi-opposition à l'intérieur même de l'appareil d'État. Enfin, à son sens, il était confronté à une espèce de subversion institutionnelle qui l'empêchait d'avancer, etc. Donc il a eu cette réaction mal expliquée, avec un timing désastreux, avec une mise en application qui s'est accompagnée d'une répression sur le terrain contre les activistes qui protestaient contre cette décision, etc. Donc tout cet épisode a été extrêmement mal géré. Il faut savoir qu'il a fait demi-tour sur l'une des mesures. Quelques semaines après, il a fait marche arrière. Je ne me rappelle plus exactement dans les détails, mais pas intégralement. Mais il avait fait marche arrière en partie. Mais c'est vrai que l'épisode a constitué un tournant parce que dans les deux camps, dans le camp libéral, parce que le sang a été versé, Morsi est devenu illégitime. Et dans le camp islamiste, l'épisode était vécu comme la preuve que la machine d'État ne nous accepte pas. Donc dans les perceptions, l'épisode a été très important. Et ça a déterminé toute la suite des événements, je dirais. On s'est retrouvé comme ça dans ce fonctionnement à front renversé, où chacun nourrit sur l'autre des conceptions extrêmement rigides et qui ont mené au clash, qui ont mené aux événements de juillet 2013. Qu'a fait Morsi par rapport à Gaza et aux problèmes palestiniens? Alors, sur le dossier palestinien, le principal apport de Morsi, c'est le cessez-le-feu et la mise en place, la médiation, qui a permis, entre autres, de déboucher sur le cessez-le-feu lors de l'offensive israélienne, juste les dates de novembre 2012, voilà. Donc il a, du fait évidemment de ses relations avec le Hamas, il a été l'un des acteurs, sûrement pas l'acteur principal ou unique, mais en tout cas il était l'un des acteurs de l'arrêt des combats au bout d'une semaine ou deux, alors qu'on pouvait craindre un scénario à la plomb durci avec une offensive terrestre, etc. Donc cette action a été mise à son crédit. Par la suite, il a une politique, j'ai pas en tête d'épisode très précis, mais dans l'esprit de ses opposants, ça a été beaucoup utilisé contre lui. Les médias égyptiens, en tout cas les médias privés, qui, il faut le préciser, c'est quelque chose d'important, durant toute la période Morsi, les médias privés ont eu une liberté d'action, une liberté de critique très grande, pas totale. Il y a eu quelques mesures prises à l'encontre de certains médias, mais en tout cas, le droit de critique et la liberté de la presse durant l'époque Morsi était relativement grande, et les journalistes en ont usé, et pour certains, je pense, abusé, en nourrissant de nombreuses théories du complot et en flattant beaucoup de préjugés anti-islamistes. Notamment sur la question des Palestiniens. Mohamed Morsi a été présenté comme un pion dans la grande internationale islamiste qui serait évidemment en train de saper les intérêts éternels de l'État égyptien en entrant
en collusion avec le Hamas, etc. Bon, il y a eu beaucoup de théories là-dessus qui, à mon avis, ne valent pas grand-chose. Les frères musulmans au pouvoir à Gaza ont évidemment une proximité beaucoup plus grande avec Morsi qu'ils ne l'ont actuellement avec le pouvoir en place au Caire, mais il n'y a pas eu de collaboration militaire, etc., d'infiltration d'éléments armés palestiniens visant à déstabiliser l'Égypte, comme on a pu le lire ici et là. Je pense que ça ressort davantage de la théorie du complot que d'un journalisme sérieux. Le reste de la population, c'est évidemment toujours difficile à évaluer. On a assez peu d'instruments de mesure. Les sondages sont pas quelque chose d'extrêmement probant en Égypte. Mais j'ai tendance à croire que la majorité de la population se satisfait de la situation actuelle. Les médias sont, dans leur très grande majorité, acquis à la coalition militaro-libérale en place. Pour l'instant, je ne vois pas de réveil important d'un camp véritablement libéral qui permettrait de créer un troisième acteur sur la scène politique. Pour l'instant, pas de contestation de la répression autre que celle de plus en plus déclinante des islamistes eux-mêmes, et pas de démission au sein de la coalition, hormis celle de Mohamed Baradei. La tendance nassérienne dans l'armée, je ne suis pas capable de l'évaluer très précisément. L'armée égyptienne est un corps plutôt très opaque. En revanche, ce qui est évident, c'est que le nouveau pouvoir joue à fond la carte de la nostalgie nassérienne, joue à fond la carte du nationalisme arabe sur différents dossiers. Sauf, je dirais, le dossier palestinien, ce qui est assez étonnant pour un pouvoir qui se revendique du nationalisme arabe et de la solidarité arabe. En prenant position contre de manière très nette contre le Hamas, en l'accusant de tous les maux, comme il le fait actuellement. La dernière accusation en date, c'est que le Hamas aurait formé des militants islamistes égyptiens et aurait participé à l'attentat manqué qui a visé le ministre de l'Intérieur égyptien il y a quelques semaines. C'est la dernière théorie fantaisiste en date. Donc en attaquant de façon frontale comme ça le Hamas, je pense que le gouvernement égyptien ne participe pas de la seule dynamique qui pourrait être pro-palestinienne, c'est-à-dire une réconciliation. Actuellement, si on veut être pro-palestinien sur le dossier palestinien, il faut pousser à la réconciliation entre le gouvernement du Fatah et le pouvoir du Hamas dans la bande de Gaza. Donc là, actuellement, on est plus dans un discours et un positionnement politique qui vise à radicaliser et à creuser l'écart qu'a le résorbé. La perception des Palestiniens par les Égyptiens, oui, actuellement, dans l'opinion publique égyptienne, il y a plusieurs ennemis. Il y a l'islamiste égyptien, ensuite il y a l'islamiste palestinien, et puis le troisième, c'est l'islamiste syrien. Donc la machine à propagande tourne à fond, et les Palestiniens ont une réputation plutôt désastreuse actuellement en Égypte. Voilà, parce que Mohamed Morsi a été accusé de collusion avec le Hamas, etc. Et donc il y a une espèce
d'hystérie anti-palestinienne dans l'opinion publique, en tout cas dans certains médias égyptiens, qui est très nette. La question des tunnels, oui, c'est comme vous le disiez, exact. Une grosse partie des tunnels ont été fermés. Et évidemment, ça cause dans la bande de Gaza évidemment des pénuries. Alors pas tant des pénuries en produits de première nécessité, parce que les produits de première nécessité désormais rentrent par les points de passage avec Israël. En revanche, les tunnels de la bande de Gaza étaient essentiels pour faire rentrer tout ce qui est matériaux de construction. Et c'est ça notamment qui avait permis un redémarrage un peu de l'activité de construction dans la bande de Gaza. Donc là, de ce point de vue-là, on est à nouveau à une période un coup d'arrêt d'un point de vue économique. Et le passage de Rafah est quasiment fermé. Le passage de Rafah est quasiment fermé, sauf pour les gens qui ont une double nationalité ou qui disposent d'une résidence à l'étranger et peuvent le prouver. Et les pêcheurs qui sont à l'armée aussi, quand même, assez régulièrement, sur Gaza. Pas par la marine égyptienne. Non, c'est vrai. Pas encore. Vous avez raison, une question sur le Qatar. Le rôle du Qatar, alors évidemment le Qatar ayant été l'un des principaux sponsors et financiers de Mohamed Morsi, dans la lignée de son soutien marqué à la confrérie des frères musulmans, il y a eu un coup de bâton, un mouvement de pendulier inverse, et donc le Qatar est à peu près persona non grata désormais en Égypte, et le pouvoir actuel s'est consolé en obtenant les financements alternatifs de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis et du Koweït, qui ont à eux trois, je crois, promis, sinon contribué déjà, mais en tout cas promis de verser, je crois, quelque chose comme 12 milliards. Donc de quoi très très largement compenser une hypothétique suspension de l'aide américaine qui se chiffre à 1,2 ou 2 milliards de dollars. Donc c'est voilà. Donc le Qatar avait été évidemment accusé par les partisans en tout cas les soutiens. Le Qatar est toujours accusé par les soutiens de l'actuelle coalition au pouvoir d'avoir contribué à saper les intérêts de l'Égypte. Et là encore, il y a des rumeurs invérifiables qui racontent que le Qatar aurait voulu, Mohamed Morsi aurait envisagé, je fatigue un peu, désolé, aurait envisagé de vendre une partie du canal de Suez au Qatar. Et puis alors, il y a également une autre théorie du complot assez bracadabrante qui dit que le Qatar, en accord avec le Hamas, aurait vendu, se serait préparé à vendre une partie du Sinaï, où des Palestiniens de Gaza auraient été relocalisés, enfin des choses totalement sans queue ni tête et qui contribuent malheureusement pas à apaiser l'opinion publique égyptienne. Je vais peut-être ajouter un mot sur Israël. Selon nos confrères sérieux, je veux dire, israéliens, Netanyahou est très satisfait de l'évolution des choses en Égypte, et le gouvernement israélien est intervenu avec beaucoup de force en direction de Washington pour qu'on ne remette pas en cause l'aide annuelle à l'Égypte. C'est intéressant de le savoir parce que on a eu une période où les dirigeants israéliens étaient visiblement très inquiets de ces révolutions arabes en cours. Et là, pour eux, ce qui se passe en Syrie comme ce qui se passe en Égypte semble donner un coup d'arrêt qui leur est évidemment plutôt sympathique, compte tenu de leurs propres préoccupations stratégiques. D'autres questions, je vous en prie.
On va avoir un micro, voilà, merci. Oui, moi j'aurais aimé que vous parliez des questions socio-économiques, parce que la situation sociale et économique est catastrophique de plus en plus en Égypte, et que ce soit les frères musulmans, ou que ce soit les libéraux, ou même l'armée qui a un grand pouvoir économique, on ne voit pas je ne sais pas si on doit dire d'alternative ou de position forte pour imposer des mesures sociales et une autre forme d'économie. Merci. D'autres questions, d'autres opinions? Monsieur, vous... Allez-y, excusez-moi. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'attitude de l'université Al-Azhar? D'abord sous Morsi et ensuite maintenant. Merci. Monsieur, tout à l'heure, vous vouliez intervenir à plusieurs reprises. C'est le moment. J'ai une question qui est quand même intéressante, à mon avis. On sait qu'en France, il y a quelques semaines, le Conseil constitutionnel avait invalidé les comptes de campagne de Sarkozy. Et si c'était juste après son élection, si ce problème, il aurait peut-être invalidé son élection. Qu'est-ce que les gens ici auraient pensé si les partisans de Sarkozy avaient été encercler le Conseil constitutionnel pour qu'il ne se réunisse pas, avec des fusils, des bombes, des cocktails Molotov, des machettes, et pour interdire aux juges du Conseil constitutionnel de siéger et de rendre une décision. C'est ce qui s'est passé en Égypte. En Égypte, quand le Conseil constitutionnel a annoncé qu'il allait rendre une décision à telle date, les islamistes, que vous trouvez très sympathiques et très démocratiques, que vous voulez inclure dans le processus politique, ils ont été encercler le Conseil constitutionnel avec des armes. Ils ont aussi encerclé les bâtiments où il y a les émissions, les bâtiments de télévision, les émissions, avec des armes aussi. Il y a eu, pendant ces manifestations, un monsieur que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui s'appelle Safwat Hegazi, qui avait dit que pas les chrétiens, les chiites sont impurs. 2-3 jours après, il y a un pogrom de chiites à côté du Caire. Voilà les gens qu'on nous dit qu'il faut inclure dans le processus politique. C'est inadmissible. C'est inadmissible. C'est inadmissible, en tout cas pour les Égyptiens, pour la majorité des Égyptiens. Le monsieur qui tout à l'heure, je posais ma question, qu'est-ce qu'on pense de ce qui serait passé si on avait ici encerclé le Conseil constitutionnel ou le bâtiment de Radio France, pour les empêcher, les journalistes, de faire leur travail. Voilà. Alors, je termine pour le monsieur qui était là, qui disait qu'il y avait 80 millions d'habitants. Il y a quand même plus de la moitié des Égyptiens qui ont moins de 25 ans. Donc, ceux qui votent sont des gens au-delà de cette âge. Donc, il y a à peu près 40 millions qui sont concernés par le mouvement. Les autres sont trop vieux ou trop jeunes. Merci. D'autres questions? Ils sont peut-être concernés quand même. Ouais. Juste une petite question. Est-ce que vous pourriez expliquer les raisons pour lesquelles le Qatar et l'Arabie Saoudite ont des politiques à ce point différentes en ce qui concerne le soutien aux différents mouvements égyptiens? Et quelle est la raison pour laquelle l'Arabie Saoudite, de toute évidence, a une certaine animosité à l'égard du mouvement des frères musulmans, l'Égypte en particulier? Ouais. Juste une dernière petite question. En fait, je voulais savoir, parce que quand on voit la situation en interne en Égypte aujourd'hui, ça ressemble un petit peu à la situation algérienne de la fin des années 80-90. Et je voulais savoir, est-ce qu'il y a des risques, est-ce que vous pensez peut-être qu'il y a des risques, des facteurs en tout cas, de radicalisation des islamistes, et éventuellement qui prennent les armes, comme on a vu en Algérie? Ou alors d'autres facteurs qui limiteraient justement ce phénomène de basculement vers éventuellement une guerre civile? Merci.
Sur les conditions sociales et économiques, bon, j'imagine que vous savez tous que voilà, c'est l'un des problèmes récurrents et structurants de l'Égypte. Et c'est un problème qui n'a pas commencé à avoir un début de réponse. Aucun début de réponse ne lui a été apporté depuis le début de la Révolution. C'est ça le problème. Et l'enjeu numéro un auquel est confrontée la coalition au pouvoir, alors dans son esprit, c'est peut-être la mise au pas, voire la mise à genoux de la mouvance islamiste, mais je pense qu'ils seraient beaucoup plus avisés de diriger leurs efforts vers vers une politique économique et sociale, la mise en place d'une politique économique et sociale à même d'apporter un début de réponse au chômage de masse, à la paupérisation, etc. Parce que si les frères musulmans ont peut-être fait, dans l'esprit de leur critique, la preuve de leur incompétence, la nouvelle coalition au pouvoir est loin d'avoir fait la preuve du fait qu'elle serait plus à même de diriger l'Égypte que les frères musulmans. Donc l'enjeu, il est devant eux, et ça va être, comment dire, une question et un sujet qui va très très vite arriver sur le devant de la scène. L'opinion politique égyptienne, elle est versatile, elle est volatile. Donc il faudrait que, pour consolider son emprise sur le pouvoir, la coalition militaire a tout intérêt à essayer d'apporter des solutions à la détresse économique et sociale qui est le dénominateur commun d'une grande partie de la population égyptienne. Donc là-dessus, il y a une véritable urgence qui n'a pas été traitée par le SCAF, qui était au pouvoir pendant quelques mois après la chute de Moubarak, qui n'a pas été traitée par Mohamed Morsi, qui désormais est une véritable, pas une patate chaude, mais une patate brûlante entre les mains du pouvoir. La question de El-Azhar, alors je ne suis pas un spécialiste, mais c'est effectivement un sujet très intéressant, parce que le chef d'El-Azhar avait donné sa bénédiction au coup d'État. Il était apparu à la télévision aux côtés du patriarche de l'église copte, aux côtés du général Sissi, aux côtés des jeunes de Tamarod, pour valider le renversement de Mohamed Morsi. Je pense que dans les jours qui ont suivi, j'en suis même quasi sûr, pour avoir rencontré certains étudiants et certains chers de l'institution d'Al-Azhar, pour les avoir rencontrés sur le site de protestation des islamistes, donc Rabaa Adawiya, cette décision a été assez mal vécue en interne, et il y a une contestation qui s'est mise en place contre la décision de ce chef d'Al-Azhar, dont le nom m'échappe actuellement, de valider le coup d'État. Donc il a fait marche arrière un petit peu dans les jours qui ont suivi, autour du 10 juillet, il s'est mis en retrait. Il a lui-même déclaré qu'il n'interviendrait plus dans le débat public, et je pense que c'était le résultat d'une part de la gêne en interne qu'avait produit son positionnement, puis d'autre part peut-être d'une gêne personnelle vis-à-vis de la façon dont les nouveaux pouvoirs géraient la situation. Est-ce que c'est Al-Haradawi, quelque chose comme ça? Pardon? Est-ce que c'est Al-Haradawi? Non, c'est... Non, je ne me rappelle plus. Ahmed Taïeb. Oui, il est très lié aux frères musulmans. Ahmed Taïeb, c'est ça. Ouais. Et maintenant? Pardon? Et maintenant, je ne sais pas. Alors là, je vous dis, j'ai pas vu passer d'informations sur le sujet, et non, je ne sais pas. J'aurais tendance à croire que le silence auquel il s'est astreint tend à perdurer.
alors la question du Conseil constitutionnel, de Safouat et Ghazi, j'ai l'impression que c'était davantage une prise de position qu'une question. Donc Non, mais vous dites que ces gens-là, ils manifestent pacifiquement, il faut les inclure dans la vie politique. Je me dis ce qu'ils font. Je demande aux gens si ça se passait ici, qu'est-ce que les gens auraient pensé. C'est tout, c'est aussi une question. Est-ce que c'est normal dans un pays démocratique que quand un tribunal va siéger, on aille la siéger pour l'empêcher de juger? Non, mais j'ai pas souvenir de cet épisode. Vous n'avez pas souvenir, mais c'était dans tous les journaux. C'était à quelle date? C'était après la dissolution de l'Assemblée nationale, de l'Assemblée du peuple. C'était Markham Abdouskouri. Oui, ça s'intègre à ce que je disais, c'est que dans l'esprit des frères musulmans, il y avait une institution qui était en état de sédition bureaucratique, je dirais, et à tort ou à raison, ils ont décidé de répondre à ce qu'ils considéraient comme une forme de résistance. Ils ont décidé de répondre aussi par une action musclée, mais j'ai pas souvenir de ce. Le coup d'État constitutionnel de Morsi, qui devait être annulé donc par cette décision qui n'a jamais eu lieu par l'encerclement du Conseil constitutionnel égyptien. Ce coup d'État, personne n'a dit que c'était un coup d'État, et la conséquence de ce coup d'État constitutionnel, c'est ce que vous appelez, vous, un coup d'État du 30 juin. Si je peux dire, si je peux me permettre de prendre quelques secondes du temps de parole de Benjamin, je crois que personne ici, ni aujourd'hui, ni jamais d'ailleurs, n'a expliqué que les islamistes étaient sympathiques, gentils, formidables, un modèle. Nous essayons, laissez-moi finir, nous essayons à l'IREVON d'analyser les situations politiques, de les faire comprendre dans la mesure du possible. Dans la situation politique de l'Égypte, il y a un fait qui n'est pas niable, c'est que le courant islamiste, dans ses diverses composantes, que ce soit les frères musulmans, que ce soit les salafistes, sont une force importante. La preuve, c'est que Mohamed Morsi a quand même été élu par le peuple égyptien, en tout cas par ceux des Égyptiens qui ont voté. On peut penser que le vote était un vote qui a été tout à fait honnête, pas tout à fait honnête, mais je veux dire, ce serait absurde de dire ce que vous dites, à mon avis, c'est-à-dire les exactions commises par les frères musulmans ou par les salafistes leur interdisent de participer à la vie politique. Évidemment qu'ils doivent y participer si l'Égypte veut s'en sortir, parce qu'ils constituent une force importante. Moi, personnellement, je pense que le Front National en France est très antipathique. Pour moi. Mais il ne viendrait pas à l'idée de dire qu'il faut l'empêcher de participer aux élections. Ce serait pire que tout. Je ne compare pas le Front National et les frères musulmans, mais simplement pour dire, nous sommes là devant une analyse froide, qui n'implique pas de sentiments particuliers, d'une réalité politique. Il faut en tirer les leçons. Sur la question du Qatar et de l'Arabie Saoudite, alors c'est quelque chose de très intéressant. Historiquement, l'Arabie Saoudite a assumé à une époque le rôle de patron des frères musulmans, entre guillemets. Jusqu'au début des années 90, lorsque les frères musulmans ont manifesté une certaine tendresse pour l'attaque du Koweït par Saddam Hussein. Et dans les années qui ont suivi, il y a eu un basculement qui s'est produit. C'est-à-dire que l'Arabie Saoudite s'est détachée des frères musulmans et le rôle de protecteur a été récupéré par le Qatar. Alors c'est devenu de plus en plus visible et évident avec les révolutions arabes, mais c'était déjà en germe. Des passerelles ont été mises en place, plusieurs leaders issus de la mouvance des frères musulmans ont été accueillis à
à Doha, etc. Donc il y a eu comme ça un échange de rôles. Est-ce que cette distribution des rôles va perdurer? C'est une question, parce que les événements du mois de juin au Qatar, quand l'émir a brutalement, à la surprise générale, annoncé sa démission, son renoncement, lorsqu'il a annoncé qu'il renonçait au trône et qu'il passait le pouvoir à son fils, cette passation de pouvoir extrêmement abrupte et imprévue a nourri beaucoup de spéculations. Et certains observateurs estiment que c'est le prélude à un recentrage de la diplomatie du Qatar, à qui l'Arabie Saoudite aurait fait passer divers messages sur le thème « ça suffit, votre politique de soutien exclusif aux frères musulmans, on vous tape sur les doigts, rentrez dans le rang, etc. » Donc il va être intéressant d'observer la diplomatie du Qatar dans les prochains mois. Si l'on s'en tient à la vitrine qu'est Al Jazeera, pour l'instant il n'y a pas de changement majeur. Le positionnement médiatique d'Al Jazeera reste très nettement en faveur des frères musulmans en général et de la maison mère égyptienne en particulier, mais il y a un point d'interrogation sur ce que va faire Tamim, donc l'héritier du Cheikh Hamad qui était au pouvoir jusqu'en juin au Qatar. Voilà, donc pour l'Arabie Saoudite, où effectivement il y a nécessité à réorganiser l'équilibre des pouvoirs post séquence révolutionnaire de 2011 et à corriger ce qu'avait entrepris de faire le Qatar en 2011 et 2012. Les risques de radicalisation islamiste, je pense que je les ai évoqués au début de mon intervention. La politique actuelle du gouvernement qui ménage assez peu de portes, qui laisse assez peu de portes ouvertes à une réconciliation et à une réinclusion des frères musulmans dans le jeu politique, est évidemment le facteur numéro 1 de radicalisation. Le silence également de la confrérie qui est évidemment le produit de leur désorganisation. Le mouvement a été décapité, mais il y a encore certains leaders qui sont tous n'ont pas été arrêtés, et c'est vrai qu'on les sent complètement désemparés. Ils sont cramponnés au discours qu'on entend depuis le coup d'État, c'est-à-dire le retour à la légitimité, etc. Mais ce discours risque d'être de plus en plus inopérant sur la réalité, et risque également de ne pas offrir de garde-fous à la radicalisation. Il y a une absence d'expression politique actuellement. On les entend assez peu, et c'est vrai que ça risque de favoriser les parcours individuels de radicalisation au sein de la mouvance islamiste. Donc ils ont tout un effort de reformulation, de repositionnement politique à faire, qui pour l'instant est totalement en chantier. Une dernière question peut-être. Vous avez une question sur l'Algérie. Ah oui, là j'ai moins ça. Enfin, c'était oui. La comparaison à la situation algérienne. Je connais pas bien le dossier algérien, donc je ne saurais pas trop quoi vous dire. En gros, parce que les militaires en Algérie, plus ou moins ce qui s'est passé, c'est qu'ils avaient plus ou moins encouragé justement cette radicalisation
Et est-ce que en Égypte, est-ce qu'on voit de la part des militaires une volonté délibérée de pousser les islamistes vers la radicalisation et pour arriver à la guerre civile, en fait, pour les discréditer totalement? Je ne pense pas personnellement, ne connaissant pas très bien ni l'un ni l'autre des dossiers, qu'on puisse les rapprocher comme ça, parce qu'il y a eu en Algérie une politique extrêmement perverse de la part de la sécurité militaire, en particulier, et qui a manipulé, voire directement organisé toute une série d'attentats, y compris les plus barbares, pour créer une situation de désordre qui justifie leur maintien au pouvoir. De toute évidence, pour l'instant, l'armée égyptienne n'a pas besoin de ce prétexte. Elle a un soutien relativement important dans la population, pour toutes les raisons qu'a dites Benjamin. Je ne pense pas personnellement, en tout cas, et puis ça ne correspond pas non plus à la tradition égyptienne. Il y a d'autres traditions politiques et militaires en Égypte et en Algérie. Je ne crois pas qu'on puisse... J'espère, en tout cas pour les Égyptiens, que j'ai raison. Une toute dernière question, parce qu'on va finir. Je vous en prie. Alors moi, je voulais savoir comment s'est comporté le FMI sous les Frères musulmans et maintenant avec l'armée. Est-ce qu'il y a une différence de comportement, sachant que le FMI incite toujours aux privatisations? Enfin, bon, c'est un peu en rapport avec ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'élite intellectuelle libérale qui cherchait à conserver ses privilèges. J'ai quand même une petite deuxième question. Est-ce qu'on peut imaginer une répression contre les Nassériens, donc pas seulement à l'intérieur de l'armée, mais une deuxième vague, après les Frères musulmans, une répression contre les Nassériens? Voilà. La population, j'entends. Bon, sur le FMI, il y a eu du temps de Mohamed Morsi, il y a eu plusieurs séries de négociations. Il y en avait eu déjà avant Morsi, il y en a eu pendant Morsi. Je pense que les négociations vont continuer après Morsi. Je suis pas certain que le nouveau pouvoir ait formulé une politique très claire vis-à-vis de ce dossier-là. Pour mémoire, il y a en négociation un énorme prêt du FMI qui impliquerait de la part du gouvernement, s'il l'acceptait, des mesures d'austérité, des coupes dans le programme de subvention, etc. Je pense que Morsi n'était pas prêt, n'était pas désireux de mettre en place ces mesures qu'il estimait sûrement trop coûteuses d'un point de vue politique. Est-ce que le nouveau gouvernement les mettra en place? Je ne sais pas, j'ai pas d'indice là-dessus. Alors, la répression contre les Nassériens, je ne sais pas exactement pourquoi vous refermez la focale uniquement sur les Nassériens. Les Nassériens sont très présents dans la coalition au pouvoir. En tout cas, l'esprit nassérien est présent, donc je ne pense pas qu'ils soient les premières cibles d'une répression si celle-ci devait s'étendre à d'autres champs et à d'autres acteurs de la vie politique égyptienne. En revanche, que cette répression touche d'autres acteurs, je crains malheureusement que ce soit un grand classique de ce genre de situation. J'en veux pour preuve le fait que des journalistes commencent à être arrêtés. Un journaliste à Beni Souef a été arrêté, qui travaille pour Al-Ahram, qui est pas un organe de propagande éhontée des islamistes, en théorie. Un journaliste dans le Sinaï qui était le fixeur, c'est-à-dire le guide de prédilection des journalistes étrangers lorsqu'ils s'aventuraient dans le Sinaï, qui est un terrain relativement compliqué. Ce journaliste-là a également été arrêté. Et puis divers activistes révolutionnaires qui tentent, de creuser une troisième voie entre les frères musulmans d'un côté et la coalition au pouvoir de l'autre. Divers activistes ont été arrêtés, questionnés par le pouvoir parce que
ils essayaient de mettre en place des manifestations, pour l'instant très très embryonnaires, mais parce qu'il y avait un désir comme ça. Donc c'est le danger actuel et c'est quelque chose qui est à surveiller dans les prochains mois. Bien, ben merci.